Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, bon, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde sur ce septième webinaire. Septième sur une série de 8 qu'on a commencé en juin. Vous partager notre expérience et nos astuces pour améliorer vos appels d'offres pour ceux qui ont déjà répondu et pour ceux qui n'ont jamais répondu. C'est vraiment l'objectif, c'était vraiment de vous faire un chemin comme vous le voyez sur cette slide, un chemin qui petit à petit donc, vous décrypte l'ensemble des étapes pour gagner, remporter des marchés publics. Voilà. En tout cas, pour vous présenter cette session, écoutez, on n'a pas changé d'équipe. Grégory Paco et moi-même, nous avons accumulé au cours de nos carrières respectives de l'expérience, soit dans le domaine de l'entreprise, soit dans le domaine des marchés publics, soit les deux. Et donc, nous avons ce bagage que nous partageons aussi avec vous autant que faire se peut. En tout cas, on est ravis de ces petites rencontres mensuelles. Victorius, pour vous donner quelques chiffres, donc, les habitués les connaissent. Sur les 12 derniers mois, on a environ 42 millions de marchés gagnés. Nous sommes à 93 avis positifs sur Google, avec une moyenne de 4 étoiles, 99 sur 5 quand même. Et puis, pour vous donner une idée de nos clients, donc on a 58% des entreprises de prestations de services accompagnées, ce qui veut dire qu'on a 42%, non 35% pardon, de travaux, d'entreprises de travaux, le reste c'est des entreprises de fourniture. Voilà sur nos chiffres. Nous accompagnons les entreprises avec, à travers plusieurs services, soit un service clé en main, c'est-à-dire qu'on va vous rédiger un mémoire technique et vous accompagner dans l'élaboration des autres pièces en tant que conseil. Bien sûr, on ne peut pas rédiger les documents financiers à votre place. En revanche, on va pouvoir, avec vous, partager des stratégies d'élaboration du prix. Et puis, bien sûr, on va vous accompagner dans l'élaboration du dossier administratif. Donc, nous faisons des accompagnements clés en main. Nous avons aussi pour les jeunes entreprises des mémoires, des modèles de mémoire en ligne dans le site Memorius. Et puis, nous accompagnons aussi les entreprises à travers des formations, souvent des formations intra que l'on fait sur mesure avec les équipes d'apprenants. C'est généralement entre 4 et 10 apprenants. Et donc là, on va vous faire une formation pour votre entreprise avec vos caractéristiques personnelles, avec vos problématiques. Voilà. Donc, tous les services que nous sommes en capacité de rendre pour que les entreprises gagnent davantage de marchés publics. Et franchement, les résultats sont là. On est ravis de faire grandir les entreprises. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du dossier administratif. Alors le dossier administratif, parfois, il est un petit peu. Enfin, on s'aperçoit que les entreprises le méconnaissent, ne comprennent pas toujours l'importance des pièces. Donc c'est pourquoi nous allons aujourd'hui les détailler avec vous. Donc sur le slide suivant. Nous avons les objectifs de la session. C'est s'organiser pour avoir un dossier administratif parfait, vérifier l'exhaustivité et la conformité du dossier, et puis anticiper surtout les délais de soumission. Parfois, il est nécessaire d'aller chercher des informations ou des documents chez son comptable ou à l'administration fiscale, etc. Donc, ne faites pas ça au dernier moment, c'est du stress inutile. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le dossier administratif
non conforme peut être une cause d'exclusion des candidats. Donc, c'est important de bien le faire. C'est pas très compliqué, mais il faut juste être exhaustif, c'est-à-dire prendre tout ce qui est demandé. Et puis, enfin, dernier élément sur l'exclusion. Parfois, l'acheteur public est un petit peu plus clément et il va vous demander de régulariser si vous n'avez pas déposé les bonnes pièces ou s'il manque des pièces. Et ça, c'est souvent de son propre chef et c'est à sa disposition. En tout cas, il a la possibilité, s'il a beaucoup de dossiers, c'est une méthode comme une autre pour réduire le nombre de candidats. Donc, soyez vigilants parce qu'en ce moment, le nombre de candidats augmente dans les soumissions. Alors, un petit rappel, dans les épisodes précédents de notre série bien connue aujourd'hui, nous avons rappelé de quoi était constitué un dossier de soumission. Pour soumissionner, c'est-à-dire pour déposer votre candidature, vous devez, du temps où on le faisait en physique, vous deviez déposer 2 enveloppes, une enveloppe candidature et une enveloppe offre. Donc, ce sont ces 2 enveloppes-là qui vont faire votre dossier de aujourd'hui. Donc, nous parlons bien du dossier de candidature, l'offre qui est constituée du mémoire technique et des documents financiers. Donc, ce sont des documents qui ont déjà été vus dans les précédentes masters. Donc, parlons de cette candidature. Pourquoi le dossier administratif? Alors, le dossier administratif va permettre à l'acheteur public d'identifier précisément la personne juridique candidate. Il peut arriver que des entrepreneurs aient plusieurs entreprises, soit à la tête de plusieurs entreprises. Donc, il va falloir désigner l'entreprise qui sera le prestataire pour ce marché public. Donc, voilà. Il peut aussi exister des groupements d'entreprises. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on va décliner la constitution du groupement, expliquer de quoi il est fait. Alors, constituer un dossier administratif, ça sert aussi à démontrer que vous êtes digne de confiance. Digne de confiance, c'est-à-dire que vous êtes une vraie entreprise, vous n'êtes pas une entreprise qui existe dans l'esprit de quelqu'un, que vous avez une réelle activité, un chiffre d'affaires, que vous avez du personnel, que vous avez des activités diverses et variées, et aussi que vous disposez du matériel. Donc, que vous êtes quelqu'un de solide et qui va pardon, j'ai un petit peu. Je ne sais pas si vous m'entendez, Grégory. Si, on t'entend bien, François. Bon, alors j'ai plus d'écran. Donc, qui va effectivement, je disais, j'ai perdu le fil. Pour montrer que vous êtes digne de confiance. Vous êtes digne de confiance, voilà. Donc, effectivement, il va s'agir de fournir à l'administration un certain nombre d'informations qui vont montrer que vous êtes digne de confiance. Et donc, voilà, excusez-moi, je retrouve mon écran. Et enfin, alors ça c'est important aussi, pour démontrer que vous avez la capacité de réaliser le marché. Pourquoi? Parce que effectivement, mettez-vous à la place de l'acheteur public. Si vous soumissionnez pour un dossier qui représente à peu près, je ne sais pas, 200 000 euros de chiffre d'affaires et que vous êtes une jeune entreprise qui, en réalité, a réalisé l'exercice dernier 50 000 euros, vous rendez bien compte que vous allez soumissionner à un marché qui fait 4 fois plus que ce que vous avez déjà réalisé. Donc, légitimement, l'acheteur public va avoir quelques craintes sur votre capacité à aller jusqu'au bout du marché. En revanche, si toujours pour un marché de 200 000, vous êtes une entreprise qui réalise 400 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien là, le marché représente la moitié de votre chiffre d'affaires et ça va plutôt être rassurant pour l'acheteur. Alors, il n'y a pas de règle écrite sur ces
ces quotas-là, mais c'est vrai qu'on conseille généralement, mais autant pour l'entreprise que pour l'acheteur, hein, on conseille de soumissionner à des marchés qui ne représentent pas plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, et ces exceptions, eh bien, ce seront par exemple les entreprises innovantes. Si vous êtes une jeune entreprise innovante, que vous disposez, vous proposez un service ou un produit qui n'existe pas sur le marché, eh bien évidemment, vous n'avez sûrement pas ou peu réalisé de chiffre d'affaires, mais ça vaut le coup de tenter la soumission. Voilà, tout ça, ça se pèse. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, c'est la première des choses qu'on fait lorsqu'on accompagne un client, on évalue voilà, à travers ces éléments-là, ces mailles-là, les chances raisonnables de gagner. Voilà. Alors, ensuite, alors on vous propose de déposer les doigts dans le nez. C'est une expression qui est un peu triviale. On voit que c'est en tout cas une activité qui concerne même les plus grands. Voilà, donc une petite pensée pour la reine Elisabeth qui est disparue depuis quelque temps. En tout cas, il faut s'organiser pour pouvoir être tranquille dans le dépôt. De toute façon, vous allez avoir du stress, sans doute, au niveau de la finalisation de vos documents financiers, de vos documents techniques, de votre mémoire technique. Donc, le dossier administratif, on peut l'anticiper presque toujours facilement. Donc, allez-y, faites-le dès le début. Voilà, pour pouvoir déposer les doigts dans le nez. Concrètement, un dossier administratif est composé principalement, vous savez, des fameux imprimés. Alors, il y a des CERFA. Là, on n'est pas dans les CERFA, on est dans les DC. DC1, DC2, DC4. Le DC1 est aussi appelé lettre de candidature. Hein, c'est le document qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va officiellement indiquer qui est candidat. Est-ce que c'est une entreprise seule et quelle est-elle? Et est-ce que c'est un groupement? Quel est-il? Le DC2, lui, va justifier de ce qu'on disait tout à l'heure, les moyens financiers, matériels, humains et autres de votre entreprise ou de votre groupement. Et puis, un imprimé DC4 en cas de sous-traitance. Donc, si vous avez un sous-traitant, vous pouvez le déclarer dès le départ du marché. Et dans ce cas-là, vous devrez joindre un DC4. Alors, à ces quatre imprimés, il y aura sûrement d'autres documents qui seront réclamés. On va le voir tout à l'heure à travers un exemple. En tout cas, pour cela, hein, vous savez que dans le dossier de consultation des entreprises, dans le DCE, vous disposez d'un certain nombre de documents, hein, le CCTP, l'acte d'engagement, enfin les documents financiers, etc. Et donc, dans les pièces, vous avez le règlement de consultation, donc, qui est la règle du jeu pour ce marché. Et donc effectivement, vous allez pouvoir regarder le contenu du document administratif dans le RC. Alors, Grégory, je vais reprendre la main, si tu veux, si tu peux arrêter le partage et pour pouvoir présenter le RC. J'espère que ça va marcher. Je peux le présenter, François. Ouais. Tu l'as? Ouais. Alors, attends, j'essaye une dernière fois parce qu'il me semble l'avoir vu. Ok, super. Donc, voilà, le règlement de la consultation, hein, donc il est unique. Il ne sert qu'à la consultation, qu'au marché auquel vous voulez soumissionner. Et donc, si nous nous rendons page 14, Grégory, donc, souvenez-vous, hein, le règlement de la consultation expose les différents éléments qui vont vous servir pour répondre au dossier. Et donc, dans ce règlement, généralement, à la fin, vous avez deux choses qui sont très importantes pour vous. Vous avez le contenu de l'offre et puis vous avez aussi les critères de sélection des dossiers. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le contenu de l'offre. Et donc, vous voyez, il y a
un premier titre qui s'appelle « Pièces relatives à la candidature ». Et là, on vous explique qu'on attend de vous que vous fournissiez une lettre de candidature, c'est-à-dire le fameux DC1, qu'on vous montrera tout à l'heure. Ensuite, un DC2, bon, ça c'est normal. Alors après, des déclarations sur l'honneur. Alors là, il faut que vous puissiez justifier que vous n'êtes pas dans un des cas d'interdiction de soumission. Hein, si vous avez besoin de précision sur les interdictions de soumissionner et la possibilité de répondre malgré des condamnations pénales ou autres, on a un article de Maître Chéniaud sur ce point sur notre site internet. Ensuite, vous devez faire une déclaration sur l'honneur pour montrer que vous êtes en règle avec le Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Voilà, donc il peut y avoir d'autres déclarations sur l'honneur qui sont demandées. En tout cas, voilà, on précise si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement doit fournir une déclaration sur l'honneur. Hein. Donc la lettre de candidature, elle est commune, et puis après, tous les autres documents, ils sont individuels. Voilà. J'ai une question, Oui, Françoise. oui. Si les DC1, DC2 sont des documents CERFA, donc normés, qu'en est-il des déclarations sur l'honneur? Alors, le document, les DC1 et DC2, pardon, ne sont pas des CERFA, à ma connaissance. Il existe des modèles, mais il existe de nombreux cas où l'acheteur public va s'affranchir de ces modèles et il va faire son modèle à lui, ce qui présente un intérêt qu'on pourrait discuter, mais pas dans le cadre de cette masterclass. En tout cas, pour moi, ce ne sont pas des CERFA. Le CERFA, c'est des documents qui sont intangibles. Ceux-là ne le sont pas. En tout cas, les modèles, effectivement, on en trouve un petit peu partout et on est en train de constituer une bibliothèque de modèles qui sera disponible sur notre site Memory. En tout cas, ils ne sont pas spécialement normés. Vous faites un document sur papier blanc avec les caractéristiques de votre entreprise. Et puis, voilà, vous déclarez ce qui doit être déclaré en reprenant les phrases qui sont exigées, enfin qui sont indiquées dans le règlement. Et puis voilà, date et signature, et c'est suffisant. Le pouvoir du signataire sur l'ensemble des documents. Alors, souvent, dans les grandes entreprises, ça n'est pas le dirigeant qui va déposer son dossier de soumission, c'est un collaborateur. Souvent, les collaborateurs oublient l'existence de ce pouvoir. Or, ils n'ont aucune habilitation, enfin, sauf cas particulier, ils n'ont aucune habilitation pour signer à la place du dirigeant. Donc, soit vous faites signer tous les documents par le dirigeant, soit vous mettez un pouvoir. Et il ne faut pas oublier donc que le pouvoir ne peut être délivré que par la personne qui est mentionnée sur le cabis de l'entreprise. Hein, ce sera soit un gérant, soit un président, mais en tout cas, c'est la personne qui est désignée sur le cabis et c'est elle qui va pouvoir déléguer la signature à une autre personne. Alors là, on nous demande des déclarations concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations de travaux objets du marché. Ça, Grégory vous explique ça, réalisé au cours des 3 derniers exercices. Une déclaration appropriée de banque ou d'assurance, c'est l'attestation d'assurance. Et là, alors, petite subtilité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce règlement de consultation, c'est que là, on vous demande, alors, capacité technique et professionnelle, alors, on vous demande de présenter une liste des principaux services. Ça arrive assez souvent. Là, on demande en plus, vous voyez, l'agrément de l'activité de traiteur ou le numéro d'identification sanitaire ou équivalent. Vous vous en doutez, c'est une consultation pour un marché de traiteur. Et puis, on vous demande l'indication des effectifs moyens annuels du candidat. Bon, ça, c'est une question qui est assez classique. Et enfin, on vous redemande encore
une description de l'outillage, donc ça c'est assez classique, et des certificats prouvant le respect des normes en vigueur dans le domaine de la législation alimentaire, en particulier les règlements, machin, etc. Donc ça, c'est une particularité. Alors, vous voyez, par exemple, ce certificat-là, vous n'allez peut-être pas l'obtenir, enfin, je ne sais pas, peut-être que l'entreprise l'a déjà, mais si elle ne l'a pas, il va falloir qu'elle l'obtienne, et qu'elle l'obtienne d'un tiers extérieur, qu'elle n'a pas forcément que ça à faire. Donc, notre pratique chez Victorious, qu'on partage avec vous aujourd'hui, c'est de dire, finalement, le dossier de candidature, il faut le faire dès qu'on décide de soumissionner. Voilà ce que l'on peut dire sur ce règlement, donc l'endroit où l'on trouve la liste des documents que l'on partage avec l'acheteur public. Grégory, est-ce que tu peux nous parler des cas où il y a des candidatures pour plusieurs lots? Exactement. Alors, merci Françoise. Donc, vous avez vu que l'expression des besoins de compréhension des entreprises qui vont se présenter, c'est extrêmement précis, c'est factuel, c'est une liste. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il va se passer. Alors, il y a trois cas. Le cas général, le cas le plus facile, l'entreprise répond à un marché qui est composé d'un seul lot. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous ferez un seul dossier administratif composé d'un DC1 et d'un DC2. Après, il arrive des cas où, premièrement, l'entreprise est seule, donc pas en groupement, et répond à plusieurs lots. Et on verra après le cas où l'entreprise répond à un marché en groupement avec plusieurs co-traitants. Premier cas, là, donc c'est la réponse à un marché qui contient plusieurs lots et vous êtes seul. Dans ce cas-là, alors peut-être, hein, mais en tout cas, on pense qu'il est peut-être utile de le repréciser, c'est que vous êtes tenu de ne déposer qu'un seul dossier administratif, même quelle que soit la quantité de lot auquel vous répondez. Dans ce dossier, vous ferez le DC1, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et puis dans le DC2, vous serez obligé, il y a un champ là, qui est réservé à cet effet-là, un champ dans lequel vous indiquerez précisément les numéros des lots auxquels vous allez répondre. Et ça, vous le déposez et c'est fait, et ça couvre l'ensemble de votre réponse. On n'oublie pas que si l'aspect candidature administrative fait l'objet d'un seul dépôt, d'une seule enveloppe, il n'en est pas de même, et on insiste bien là-dessus, il n'en est pas de même pour la partie offre. On rappelle que l'offre est l'ensemble reprenant le mémoire technique et les pièces financières, actes d'engagement, BPU, DQE, DGPF, enfin voilà, l'aspect sous-sous et l'aspect offre technique. Là, dans ce cas-là, l'aspect offre, vous devez déposer systématiquement un dossier, une enveloppe par lot auquel vous soumissionnez. Il faut que l'acheteur ait la capacité à savoir, à isoler vraiment pour un lot qu'est-ce qui concerne techniquement, qu'est-ce qu'il achète en termes de prix par lot. Donc ça c'est un cas qui est facile, alors qui demande du boulot, hein, parce que si vous répondez à 10 lots, il faudra faire 10 mémoires techniques. Et là, le conseil qu'on vous partage et qu'on a pu récupérer auprès d'acheteurs publics, c'est ayez la gentillesse de penser aux gens qui vont dépouiller les offres. Et souvent, quand vous répondez à plusieurs lots, il y a une partie du mémoire technique qui est constant, parce que la présentation d'entreprise, elle ne change pas, parce que les moyens humains, enfin l'encadrement que vous allez affecter au marché, il reste invariable. Donc, la petite astuce, c'est de mettre en intro dans le mémoire technique, de dire que ce mémoire technique, il est strictement identique au précédent, à l'exception de tel et tel chapitre qui ont été modifiés pour répondre précisément au lot considéré. Alors, ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est que vous répondez à un marché, mais cette fois, vous êtes plusieurs à vouloir répondre à l'appel d'offres. Et dans ce cas-là, donc la candidature en groupement, vous allez faire toujours un DC1 et un DC2. Le DC1, ça va être... donc, on a compris que le DC1, tout à l'heure, c'est la personne, c'est l'identification de l'entreprise qui porte le marché. Là, dans le DC1, ça sera
le groupement. Avec le groupement, il faudra donner dedans le nom et quelques informations sur les membres du groupement et surtout donner l'entreprise qui sera mandataire, celle qui aura le leadership sur l'exécution du marché. Et puis, donc ça, comme ça, l'achat public va tout de suite pouvoir comprendre que c'est un groupement, sa composition et qui a la main dessus. Et donc, s'il veut savoir qui sont les entreprises en détail, les entreprises qui constituent le groupement, il est utile, il est nécessaire de produire un DC2 par entreprise membre du groupement, dans lequel on retrouvera pour chacune les moyens matériels, les capacités, les chiffres d'affaires des 3 derniers exercices. Je précise qu'en cas de groupement, ça avait fait l'objet d'un précédent webinaire. On rappelle qu'en cas de groupement, l'acheteur est obligé de considérer l'offre comme étant la somme des moyens de chacun des membres du groupement. Ça, c'est important parce que commercialement, ça vous donne une posture plus élevée et finalement, avec un travail, alors il y a d'autres sujets, mais en tout cas avec un travail administratif finalement qui est assez facile à mettre en œuvre. On s'est dit qu'un petit tableau, c'était toujours pratique pour vous aider le jour où vous serez confronté à différents sujets. Donc là, on a repris les situations, donc les 4 cas de situation. Donc candidat seul sur plusieurs lots, en groupement. Et puis on avait tout à l'heure avec Françoise évoqué le sujet de la sous-traitance. Alors bon, ben voilà, hein, donc vous allez retrouver exactement ce qu'on vous a expliqué au préalable. Et pour la sous-traitance, eh bien, il n'y a pas de DC2 à faire pour le sous-traitant. Il y a juste un DC4 dans lequel on va pouvoir faire apparaître les capacités du sous-traitant. Bien. Alors, on a vu le DC1 et les DC2. C'est le cas le plus courant qu'on rencontre et qu'utilisent les entreprises. Malgré tout, il existe depuis quelques années le DUM. Et là, j'aimerais vous interroger, hein, tous les gens qui sont autour de l'écran, êtes-vous nombreux ou nombreuses à avoir déjà utilisé un DUM? On va vous laisser quelques instants pour nous partager votre expérience en la matière. Et si vous avez utilisé un DUM, qu'en avez-vous pensé? Alors, est-ce que c'est du positif ou du négatif? Ah, je vois que nos imprimeurs Auvergnat et Maryse ont déjà utilisé les DUM, super. Bien, par contre, effectivement, la grande majorité des entreprises, c'est non. Alors, écoutez, à titre personnel, il y a quelques années, j'avais essayé je m'étais lancé dans la constitution du DUM et j'en avais souffert. J'avais trouvé ça extrêmement compliqué, extrêmement long, c'était pas friendly, c'était lourd et j'avais pas bien apprécié la plateforme. Manifestement, j'étais pas le seul, hein, et plein d'entreprises se sont plaintes et puis je crois qu'en 2019, il y avait que 6 ans. Je crois que, enfin, là par contre, je mets ça avec beaucoup de précautions, mais je vous dis ça de mémoire. Je pense qu'en 2019, il y avait que 600 entreprises en France qui avaient utilisé le DUM. Donc, ce qui était très très peu et qui était un signe indirect du repoussoir que c'était. Donc, ils ont compris qu'il y avait un petit sujet là-dessus et ils ont retravaillé le DUM. Et là, on se disait avec Françoise que ça aurait été, enfin, on pensait utile de vous le partager quelques instants parce que là, pour le coup, l'efficacité, on la trouve plutôt au rendez-vous. Et ce qu'il faut comprendre dans le DUM, c'est que c'est le principe de le dire qu'une seule fois. Une fois que vous l'avez rempli, votre DUM, eh bien, vous pouvez le réutiliser facilement et très rapidement à chaque appel d'offres que vous allez produire après. Ça, c'est le premier sujet. Et après, dans les gens qui sont autour de l'écran, je ne sais pas si vous répondez à des marchés en dehors de la France, mais des marchés européens en direction de l'Italie, de l'Allemagne, de la Pologne, enfin de tous les pays européens. Si c'est le cas, pour le coup, le DUM est un vrai passeport, une vraie clé, parce qu'il vous permet, sans autres efforts, de pouvoir concourir sur des marchés extérieurs au territoire français. Parce qu'il est recevable dans tous les pays membres de l'Union européenne.
Alors, je vois que dans les commentaires, tout le monde, enfin une grande partie des gens disent que c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est l'ancien DUM ou le nouveau. On va regarder ensemble. Alors, Grégory, Ouais, on avait dit qu'on regarderait le DC1 et le DC2 avant pour les gens qui ne connaissent vraiment pas, pour leur montrer les documents. Peut-être qu'on pourrait partager ces documents avant de passer au DUM. bien sûr. Je vais les présenter. Alors, je partage mon écran sur le DC1. Je fais ça, une petite seconde. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran avec le DC1. Bien, bon, bah donc effectivement, c'est pas un document CERFA, c'est un formulaire. Donc, à chaque fois que vous aurez à remplir un DC1, il faudra recopier le nom de l'acheteur, recopier l'objet de la consultation, et puis ici, là, dans le chapitre C, l'objet. Alors, là, vous allez pouvoir indiquer ce qu'on disait tout à l'heure, les lots auxquels vous allez concourir. Alors, si c'est un lot unique, eh bien, vous mettez pour le marché, donc ça veut dire que c'est voilà, c'est marché unique. Si jamais il y a plusieurs lots et vous répondez à tous les lots, c'est la deuxième case. Et puis, sinon, si vous avez la chance de pouvoir répondre à plusieurs lots parmi une grande quantité, ben, vous indiquez ici à la queue leu les lots auxquels vous concourez. Tout à l'heure, on disait le DC1, c'est la candidature, savoir qui porte le marché. Donc là, si c'est une entreprise individuelle, enfin une entreprise, vous avez la capacité à indiquer donc un candidat seul. Donc dans ce cas-là, c'est votre entreprise avec votre SIRET, avec vos coordonnées, ou bien l'autre alternative qu'on a vue tout à l'heure, c'est le groupement d'entreprises. Et dans ce cas-là, alors là, par contre, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est des considérations qui peuvent être comment dire, un peu plus complexes, hein, qui mériteraient des développements allongés sur les différents statuts de candidature. Mais en tout cas, ici, vous dites soit je réponds tout seul, soit je suis en groupement. Et si vous répondez en groupement, eh bien, il va falloir, dans ce cas-là, détailler, donner à l'acheteur public la composition de vos groupements avec, dans ce champ ici, les noms des entreprises, forcément les lots sur lesquels vous allez les faire travailler, et puis quelles sont la nature des prestations que vous allez leur confier. Donc, je ne sais pas si vous faites, tiens, tout à l'heure on avait la prestation de traiteur, eh ben on pourrait imaginer qu'il y ait traiteur et puis aussi qu'il y ait une activité bar, une activité animation avec une sonorisation et de la musique. Eh bien, si le traiteur lui n'a pas ça dans ses effectifs, pourrait décider de faire un groupement et de faire monter sur le porte-bagages une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Et dans ce cas-là, ici, dans prestations exécutées, on indiquerait sonorisation et puis animation de la soirée. Voilà le DC1. Alors, ici, ça reprend tout à l'heure ce qu'on disait sur les cas d'exclusion. Franchement, c'est super facile. Donc, vous avez qu'une seule chose à faire. Alors, bien sûr, c'est d'abord, il faut vous assurer que vous ne rentrez pas dans ces cases-là. Enfin, et si vous êtes sûr de répondre parfaitement à tout ça, vous avez juste la petite case qui est ici à cocher. Et dans ce cas-là, vous attestez que vous n'êtes pas dans un des cas d'exclusion qu'on a vu au-dessus. Et puis, maintenant, pour ce qui est des capacités, Françoise, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Oui. J'ai du retour. Et dans ce cas-là, pour les capacités, vous pouvez, dès à présent, soit lister tout un tas de preuves, de documents, ou alors utiliser directement le formulaire DC2. Nous, c'est ce que l'on vous conseille. Et puis, tout à l'heure, on a vu le groupement. Maintenant, donc vous aviez indiqué un groupement. Maintenant, il va falloir dire qui est le mandataire, celui qui porte le marché, qui est le leadership. De la même manière, vous remplissez avec le pédigré de l'entreprise. Et là, vous arrivez à la fin du DC1. Donc, DC1, c'est uniquement la lettre de candidature. Vous voyez, il n'y a pas... Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas, on n'y voit pas de grandes difficultés. Il faut juste lire, il faut prendre son temps et puis répondre aux questions. Je vais vous présenter maintenant le DC2.
Le voilà. Et donc, c'est marqué candidat individuel ou membre du groupement. Donc, candidat individuel, si vous êtes entreprise unique, là, vous pouvez du DC1 recopier exactement ce que vous avez mis pour l'acheteur et l'objet de la consultation. Donc là, bien, vous mettez votre nom, vous pouvez exactement recopier. Là, on pourra s'interroger de savoir pourquoi il faut remettre 2 fois les mêmes informations, mais en tout cas, il y a des informations complémentaires qui sont demandées, notamment sur la forme juridique. Est-ce que vous, sur des statuts d'entreprise, est-ce que c'est une petite, une moyenne ou une micro-entreprise? Alors, le cas des marchés réservés, ça existe. Ce sont des cas très, très particuliers qui sont réservés souvent aux entreprises qui font de l'insertion, notamment des entreprises adaptées ou des services d'aide par le travail, de structures d'insertion par l'activité économique. Donc, si vous avez la chance et le bonheur de travailler dans ces entreprises-là, dans ces activités-là, vous êtes tenu ici de devoir remplir la colonne de droite qui concerne votre cas. Alors, tout à l'heure, on avait vu qu'il y a des métiers qui sont réglementés. Hein, alors, il y en a un certain nombre. Et dans ce cas-là, si vous avez aussi la chance d'en faire partie, eh bien là, il va falloir compléter ce cadre-là, le cadre C3. Et puis, si pour les quelques personnes qui répondent au marché de public, de sécurité et de défense, ce sont des marchés extrêmement, extrêmement compliqué. Il y a tout un tas de complexités qui sont forcément ces marchés de défense. Hein, donc il faut pas se tromper. Mais en tout cas, c'est des trucs qui sont des sujets qui sont très très ponctuels. Maintenant, si on en revient au cas général, donc on a remis qui on est. Et là maintenant, on va donner nos capacités techniques, financières, matérielles et humaines. Donc la capacité financière, donc là, vous indiquez vos chiffres d'affaires, donc sur 3 années. Alors pourquoi 3 années? C'était l'idée de se dire que 3 années, ça permet à l'acheteur public de se faire une religion, hein, de se dire, voilà, on voit que le chiffre d'affaires augmente, on voit, comme disait tout à l'heure Françoise, que le chiffre d'affaires est très, très supérieur au montant du marché qu'ils ont estimé. Donc, ils se disent, voilà, l'entreprise, elle a la capacité, elle a la taille, elle a la surface financière pour pouvoir absorber ce marché-là. Et puis, également, deuxième information qui est demandée, c'est la part du chiffre d'affaires qui concerne expressément les prestations qui sont concernées par l'objet du marché. Hein, imaginons que vous êtes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre tiens, on va rester sur notre traiteur. Mais le traiteur, il fait de la restauration collective et aussi de l'animation ponctuelle dans des salons. Et là, en l'espèce, le marché, ça serait des animations ponctuelles. Eh bien, sur son chiffre d'affaires, il faudrait faire apparaître en pourcentage uniquement la ligne, l'activité qui correspond à celle des animations ponctuelles. C'est pour que l'acheteur puisse également se dire, effectivement, l'entreprise a la dimension et c'est pas une offre saugrenue ou exotique. Puis écoutez, là maintenant ici, vous pouvez librement, et la place qui est ici, vous pouvez l'étendre. Hein, c'est pas un champ qui a une dimension qui est fixe. Vous pouvez inscrire là-dedans autant de choses que vous avez envie de porter à la connaissance de l'acheteur parce que vous pensez que ça va valoriser, ça va soutenir votre candidature et ça va augmenter vos chances de pouvoir rentrer, de pouvoir le faire accepter votre candidature et donc ouvrir la deuxième enveloppe, celle qui est l'offre. Alors, il y a voilà. Et puis après, écoutez, on se retrouve sur les capacités techniques donc là, c'est pareil. Le champ, vous pouvez l'agrandir à volonté, vous pouvez le réduire, vous faites ce que vous voulez pour mettre dedans tout ce que vous avez envie, vos matériels, vos ordinateurs, les grues, les camions, enfin tout ce qui va pouvoir crédibiliser votre candidature. Et puis, on reprend les membres du groupement, hein, dedans, un petit sujet sur les marchés de défense, et on arrive au bout du DC2. Donc avec ça, l'acheteur public, il sait qui vous êtes, pour quel marché vous concourez, et quelle est votre surface financière, technique et humaine. Et donc, s'il est rassuré, il est en capacité à vous ouvrir les portes du deuxième round, celui de l'analyse des offres et de vos prix. Bien. Une petite précision. C'est DC1 et DC2
sont disponibles, bien sûr, gratuitement sur notre site Memorius. Donc, vous pouvez les générer directement sur notre site. N'hésitez pas dans le formulaire contact à nous mettre des commentaires si vous rencontrez des difficultés. Hein. C'est une proposition qui est assez récente et qui est encore en cours de vérification. Donc, partagez-nous vos difficultés éventuelles ou vos succès, bien sûr, pour réaliser ces documents. À toi, Grégory. Oui, et puis on voulait juste pouvoir vous montrer le DUM. Alors, bougez pas, je vais partager mon écran. Alors, déjà, c'est difficile de trouver le DUM sur Internet, parce que si vous tapez DUM, si vous tapez portail, si vous tapez, vous allez tourner sur des plateformes .gouv.fr. En fait, le vrai mot, les vrais mots-clés pour trouver l'accès au DUM, c'est Chorus. Hein, le système aussi qui gère toute la partie facturation des acheteurs publics. Donc, vous voyez, l'adresse qui est en haut ici, là, c'est dum.chorus.pro.gouv.fr. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil, DUM, vous êtes une entreprise, et là, il faut créer son DUM. Alors, je vais reprendre... voilà. On reprend ça, et on met son SIRET. Comme ça, il y a toute une partie qui va se remplir déjà automatiquement. Et puis après, vous voyez, il y a 4 étapes, 4 grandes étapes, donc 4 formulaires qu'il va falloir remplir successivement avec la procédure, donc celle qui concerne le marché auquel vous répondez, la réponse au cas d'exclusion, vous n'avez pas eu des soucis avec les impôts, avec l'inspection du travail. Après, la sélection d'un certain nombre d'informations, donc les capacités financières, humaines, matérielles, et puis à la fin, une petite question, juste pour clôturer le formulaire. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt fluide. Hein. Les réponses sont toutes extrêmement courtes. C'est du oui, c'est du non. Quand vous avez besoin, il y a des petits points d'interrogation qui font apparaître un pop-up qui vous donne des éléments complémentaires de compréhension, si jamais c'est pas très très clair. Et puis, alors voilà, donc là, à chaque marché auquel vous allez répondre, et pour le coup, vous allez devoir déposer un DUM, vous n'avez que cette partie-là à spécifier. La partie suivante, la partie concernant l'opérateur économique, c'est-à-dire vous, hein, donc là, vous voyez, là, déjà, tout ça, c'est déjà pré-rempli. Alors, bon, il manque quelques petits trucs. Et puis, on retrouve les mêmes questions qui étaient dans le DC1 et dans le DC2. Alors, une précision quand même, c'est comme c'est un document européen, il est valable pour tous les pays. Parfois, il y a des questions qui sont un peu surprenantes que nous, on ne retrouve pas dans la transcription de nos DC1 et DC2. Dans ce cas-là, le champ, on le laisse libre. Vous verrez. Et puis, tiens, on retrouve inscrit sur une liste officielle d'opérateurs économiques agréés. Bon. Sincèrement, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, les cas d'exclusion. Bon, écoutez, là, vous dites que vous ne rentrez pas dans les cas d'exclusion, donc ça veut dire que vous êtes autorisé. Si jamais vous avez eu quelques déboires, dans ce cas-là, il va falloir, donc vous mettez non forcément, et puis il va falloir après cocher les sujets pour lesquels vous avez indiqué que vous aviez eu quelques cas d'interdiction de soumissionner. Un conseil, surtout, pas de flûte là-dessus, cherchez pas à ne pas dire la vérité, ça pourrait vous être reproché en cas de contrôle et ça serait sûrement très pénible pour ceux qui s'y exposent. La sélection, et donc là, voilà, là, ça va être vraiment sur votre entreprise. Vous allez voir, on va retrouver les capacités économiques et financières. Donc là, vous mettez votre chiffre d'affaires. Donc vous pouvez faire le chiffre d'affaires 2023, vous l'ajoutez, le chiffre d'affaires 2022, vous l'ajoutez, le chiffre d'affaires 21. Vous pouvez ajouter comme ça autant de chiffre d'affaires que vous voulez. Comme ça, l'acheteur aura une vision linéaire. Malgré tout, ils sont quand même, donc ils peuvent voir des évolutions à la hausse ou à la baisse, mais ils sont aussi intéressés par un chiffre d'affaires moyen. Donc voilà, il faut répondre
à leur suggestion. Et puis, tout à l'heure, vous rappelez, il y avait un tableau avec 3 exercices et puis il fallait indiquer le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à l'activité vraiment spécifique de l'objet du marché. Et ben voilà, c'est à cet endroit-là que vous pouvez ajouter les parts de chacune de vos activités dans votre chiffre d'affaires. La date de création, bah, écoutez, alors là, par contre, vous voyez, les ratios financiers, on a regardé, et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve ni dans le DC1, ni dans le DC2, mais parfois, ça peut être demandé. Bon, on ne va pas les passer parce que la liste est longue, mais quand même, on a fait l'exercice, ça se remplit relativement vite. Et surtout, c'est qu'une fois que ça c'est fait, c'est au chaud, et vous pouvez multiplier les réponses sans avoir à revenir sur ces sujets-là, sauf à bouger la première étape qui est ici, là. Et puis, quand vous êtes à la fin, eh ben, vous arrivez, c'est pour ça la déclaration finale, je déclare sur l'honneur que tout ce que j'ai écrit avant est exact et correct. C'est une déclaration sur l'honneur, donc faut la respecter. Sinon, vous risquez de gros soucis. Voilà. Et puis, donc le conseil du DUM, c'est que tous les ans, à chaque bilan, à chaque évolution notable de votre activité ou de l'évolution de vos effectifs, de vos moyens matériels, c'est de penser à le mettre à jour. Donc, c'est une routine. Vous pouvez mettre une alerte dans votre Outlook tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans pour le repimper et le compléter. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura déjà rassuré sur le DUM. Et puis, pour ceux qui répondent très, très, très souvent, alors ceux qui répondent ponctuellement, je pense que DC1 et DC2, ça marche très, très bien. Il faut peut-être pas s'engager là-dedans. Mais ceux qui ont l'habitude de faire des volumes de réponses importants, le DUM est une vraie solution. Voilà. Françoise, est-ce que tu veux ajouter un mot ? Oui, juste sur le DUM, donc effectivement, qui a quand même été un petit peu décrié, il faut savoir qu'il a été il a été réorganisé, retravaillé, et c'est une nouvelle version qui est en ligne depuis le 1er octobre 2023. Donc voilà, pour celles et ceux qui avaient été un petit peu échaudés par le précédent, allez donc voir. Parce que c'est vrai qu'on peut gagner du temps quand même avec ce DUM et ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les développements qui viennent d'être faits ou sur d'autres d'ailleurs? Et est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez appris des choses avec cette masterclass? Je suis ravi que Valérie ait envie de faire l'essai du DUM. Ouais, non, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer à nouveau et puis de voir. En tout cas, les échos qu'on en a, c'est que les acheteurs publics sont ravis. Maintenant, reste à savoir si les entreprises le sont. Voilà. Bon, écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions particulières, il nous reste à vous remercier pour votre attention et puis à vous dire à la prochaine fois pour le dépôt du dossier en ligne. Ce sera notre dernière masterclass, en tout cas sur ce thème de gagner votre premier appel d'offres. Merci à vous et puis à très bientôt donc pour de nouveaux éclaircissements sur les marchés publics. À bientôt.